J'ai signé les papiers du divorce. Ma femme a dit joyeusement qu'elle aurait enfin une vie paisible, avec son petit ami plus jeune. Lors de son rendez-vous suivant, le médecin a chuchoté « Madame, votre ex-mari a annulé le contrat. Sans ce qu'il fournissait, je ne peux pas poursuivre votre traitement. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Adalfo. J'ai 45 ans, et c'est l'histoire de la façon dont la femme qui m'a humilié pendant des années, a tout perdu, sans même que j'aie à élever la voix une seule fois. Laissez-moi commencer par le début, car pour comprendre la fin, vous devez savoir qui j'étais, dans ce mariage. J'ai rencontré Carla quand j'avais 27 ans. Elle était belle, charmante, l'une de ces femmes qui illuminent une pièce, lorsqu'elles y entrent. J'étais administrateur dans une entreprise de logistique. Un homme calme, attaché aux routines et aux chiffres. Elle disait qu'elle aimait ça chez moi. Que j'étais son roc, et qu'elle se sentait en sécurité, à mes côtés. Et moi, comme un imbécile amoureux, j'ai cru chaque mot. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, et dès le premier jour, j'ai assumé un rôle que je n'ai jamais remis en question. J'ai tout géré. La maison, les factures, les assurances, les formalités administratives. Carla n'a jamais eu à se demander combien coûtait l'électricité, à combien s'élevaient les impôts, ou quelle était la valeur du toit sous lequel elle dormait. Tout semblait se résoudre, comme par magie. Mais la magie avait un nom, et un prénom. Et elle travaillait 10 heures par jour, pour qu'elle n'ait à s'inquiéter de rien. Il y a 9 ans, Carla a été diagnostiquée avec un grave problème hormonal, combiné à une maladie cardiaque, qui nécessitait une surveillance permanente. Le médecin a été clair. Sans un traitement continu, sa santé se détériorerait rapidement. Le problème, c'était le coût. L'assurance standard ne couvrait pas l'intégralité du protocole. Les médicaments importés, les examens trimestriels, les consultations avec les spécialistes, tout cela représentait une fortune, chaque mois. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai cherché des options pendant des semaines, jusqu'à ce que je trouve une clinique privée, qui offrait un contrat de couverture personnalisé. Un plan exclusif et fermé, qui garantissait tout le traitement de Carla, les médicaments, les examens, les consultations, les urgences. Le coût était de 800 € par mois, soit près de la moitié de mon salaire, à l'époque. J'ai signé ce contrat à mon nom. J'étais le titulaire de la police, j'étais responsable du paiement, et Carla était inscrite comme bénéficiaire, en tant qu'épouse. Elle n'a jamais lu ce document, n'a jamais demandé comment il fonctionnait. Elle savait juste que, chaque mois, elle allait à la clinique. On la traitait comme une reine, on lui donnait ses médicaments, et tout était pris en charge. Une fois, je lui ai demandé si elle voulait que je lui explique les détails du plan, au cas où il m'arriverait quelque chose. Vous savez ce qu'elle a répondu? Oh, Adalfo, ne m'ennuie pas avec tes papiers. Tu es là pour ça. J'étais là pour ça. Cette phrase résume 18 ans de mon mariage. Pendant des années, je me suis privé de tout, pour maintenir ce contrat. J'ai arrêté de m'acheter des vêtements, j'ai repoussé le changement de ma voiture, jusqu'à ce que la pauvre fasse le bruit d'un vieux mixeur, et j'ai annulé le voyage de pêche avec mes amis, 3 années de suite. Et pendant ce temps, Carla achetait des robes, allait chez le coiffeur chaque semaine, et sortait manger avec ses amis. Je ne me suis jamais plaint de rien. Un homme prend soin de sa famille, c'est ce que mon père m'a appris. Et sa santé n'avait pas de prix. Mais quelque chose a commencé à changer, il y a environ 3 ans. Carla a eu 40 ans, et quelque chose s'est brisé, à l'intérieur d'elle. Elle a commencé à me regarder différemment. Avec agacement. Avec cette grimace que font les gens, quand ils trouvent un cheveu dans leur soupe. Si je parlais lors d'un dîner de famille, elle levait les yeux au ciel. Si je riais de quelque chose à la télé, elle me disait que mon rire était bruyant. Si je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle répondait par monosyllabes, sans lever les yeux de son téléphone. Ce téléphone? Comment ai-je pu ne pas le voir plus tôt? Elle a commencé à aller à la salle de sport, tous les jours. Au début, ça semblait une bonne chose. Le médecin lui recommandait toujours un exercice modéré, pour son état de santé. Mais ce n'était pas de l'exercice modéré. C'était 2 heures par jour, de nouvelles tenues de sport chaque mois, et une soudaine obsession pour son apparence, que j'ai naïvement attribuée à la crise de la quarantaine. Elle revenait de la salle de sport rayonnante, de bonne humeur, riant toute seule en regardant son écran.
Cependant, avec moi, son humeur s'assombrissait, dès qu'elle franchissait la porte. Un dimanche, lors d'un déjeuner chez sa mère, Rita, il s'est passé quelque chose qui aurait dû déclencher toutes mes alarmes. Je racontais une anecdote sur le fait d'avoir été félicité pour un projet au travail, et Carla m'a interrompu au milieu d'une phrase, devant tout le monde. « Oh, Adolfo, s'il te plaît. Personne n'a envie d'entendre tes histoires de bureau. Tu es l'homme le plus ennuyeux que je connaisse. » Sa mère a ri, sa sœur a ri, et je suis resté avec ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, sentant mon visage brûler. Le soir même, dans la voiture, je lui ai demandé pourquoi elle m'avait humilié de la sorte. Elle m'a regardé comme si j'étais un enfant qui exagérait, et m'a dit, « Tu es si sensible. » C'était une blague. Le problème, c'est que tu n'as aucun sens de l'humour. C'est pour ça que personne ne te supporte. Personne ne te supporte. Retenez bien cette phrase, car elle va revenir plus tard dans cette histoire. Et je vous assure, qu'elle va revenir d'une manière que ni elle, ni moi, n'imaginions. J'ai ravalé ma fierté, comme toujours. Je me suis convaincu que c'était une mauvaise passe, que le mariage a ses hivers, qu'il me fallait endurer. Et pendant que j'endurais, pendant que je payais ces 800 € chaque mois, qui garantissaient sa santé, pendant que j'éteignais ma vie pour que la sienne puisse briller, Carla construisait déjà une autre vie. Une vie où je n'existais pas. Une vie avec un homme de 15 ans plus jeune qu'elle, qui la faisait se sentir à nouveau vivante. Il s'appelait Patricio. 29 ans, entraîneur personnel à la salle de sport, la même où je payais moi-même l'abonnement mensuel, avec ma carte. Oui, j'ai payé la salle de sport où ma femme a rencontré son amant. J'ai payé les tenues de sport, dans lesquelles elle se pomponnait pour le voir. J'ai payé le téléphone, avec lequel il s'envoyait des messages. Et j'étais sur le point de découvrir que la moquerie ne s'arrêtait pas là. Parce qu'un après-midi d'octobre, en cherchant un chargeur dans le tiroir du salon, j'ai trouvé quelque chose qui a arrêté mon cœur. Quelque chose qui a transformé l'homme patient et ennuyeux, en le stratège le plus froid qu'elle connaîtrait jamais. Mais avant de vous dire ce que j'ai trouvé, vous devez savoir exactement combien cette femme me coûtait. Parce que lorsque j'ai fait la comptabilité complète, lorsque j'ai additionné tout ce que je soutenais en silence, j'ai compris que Carla n'allait pas perdre un mari. Elle allait perdre un empire invisible, et elle ne le savait même pas. Les minutes suivantes de cet appel ont été une torture qu'aucun homme ne devrait avoir à vivre, sur son propre canapé. Viviana a baissé la voix encore plus, mais j'avais déjà entraîné mon oreille, dans le silence de cette pièce. Et j'ai entendu. J'ai entendu chaque mot. Estefania lui a déjà parlé, a-t-elle dit. Elle a dit que vendredi à 11 h, c'est parfait, car Orosmo est à l'entrepôt jusqu'à 18 h. Estefania, sa sœur. Celle-là même qui venait chez moi le dimanche pour le déjeuner, celle qui serrait ma mère dans ses bras et disait, « Donia Hortensia, vous êtes comme une deuxième maman pour moi. » Estefania était dans le coup. Les deux sœurs, ensemble. Et puis, Viviana a mentionné l'argent. Le terrain avec la maison est évalué à 380 000 €, a-t-elle chuchoté. Avec la signature de la vieille, nous en avons la moitié assurée. Ensuite, nous irons chercher la part d'Orosmo. Mais ça, c'est plus facile, je peux le convaincre. Écoutez attentivement ce que j'entendais. Ma femme parlait de ma maison, de l'héritage de mon père, du toit au-dessus de la tête de ma mère malade, comme si elle parlait d'une marchandise. 380 000 €. C'était le prix de 12 ans de mariage. C'était la valeur pour laquelle une femme était capable de tromper une vieille dame atteinte de démence, en lui faisant signer tout ce qu'on lui mettait sous les yeux. Mais le pire était encore à venir. Car jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas à qui Viviana parlait. Et puis, elle l'a dit. Elle a prononcé un nom qui n'en était pas un, mais un surnom. Dit à Elcho de tout préparer dans son bureau. Fais ça vite, comme la dernière fois. Pas de questions, pas de témoins supplémentaires. Elato. J'ai gravé ce surnom dans ma mémoire, comme un fer rouge sur la peau. Comme la dernière fois. Cette phrase m'a glacé plus que toute autre chose, car elle signifiait qu'ils avaient déjà fait cela, auparavant. Qu'il y avait une méthode, un bureau, un homme qui préparait des papiers sans poser de questions. J'écoutais depuis mon canapé, les yeux fermés, le fonctionnement de quelque chose qui tournait comme une machine bien huilée. Et ma mère, était la prochaine pièce que cette machine allait broyer. Viviana a ri de nouveau. Ce rire nouveau, inconnu, perçant.
Non, mon vieux. Ne t'inquiète pas pour lui, a-t-elle dit. Orosmo est un bon gars. C'est ça son problème. Les bons gars ne voient rien. Et elle a raccroché. J'ai entendu ses pas revenir vers le salon. Je l'ai entendu s'arrêter près de moi, à nouveau. Et puis, j'ai ressenti quelque chose qui m'a presque fait ouvrir les yeux, de dégoût. Elle m'a caressé les cheveux, avec la même main avec laquelle elle venait de tenir le téléphone, pour planifier la spoliation de ma mère. Elle m'a caressé les cheveux, et a chuchoté, le pauvre, il est épuisé. Ensuite, elle est allée dans la cuisine, et a commencé à préparer le dîner, en fredonnant une chanson comme si de rien n'était. Comme si absolument rien ne s'était passé. Je suis resté sur ce canapé pendant 10 minutes supplémentaires. Pas par stratégie, mais par paralysie. Mon corps refusait tout simplement de répondre. 12 années d'images ont défilé dans ma tête. Notre mariage, elle vêtue de blanc sous les arches fleuries. Les anniversaires de ma mère, où Viviana organisait toujours le gâteau. Les nuits à l'hôpital, quand maman a été diagnostiquée avec son déclin, et Viviana me tenant la main en me disant « Nous allons traverser ça ensemble ». Combien de tout cela était réel? Quand le mensonge a-t-il commencé? Ou le mensonge avait-il toujours été là, attendant son moment, comme un serpent patient sous le lit? Quand je me suis enfin réveillé, j'ai joué la comédie de ma vie. Je me suis étiré, j'ai bâillé, et j'ai marché vers la cuisine, en traînant les pieds. Viviana m'a accueilli avec un sourire chaleureux, et un bol de soupe. Tu t'es endormi comme une souche, mon amour. C'est évident qu'il t'épuise à la tâche, dans cet entrepôt. Je me suis assis en face d'elle, et j'ai mangé cuillerée après cuillerée, en regardant la femme la plus belle, et la plus dangereuse, que j'ai jamais rencontrée. Et ici, je veux être honnête avec vous. Parce que cette histoire n'a de valeur, que si je la raconte entièrement. Cette nuit-là, pendant que je mangeais cette soupe, j'avais envie de pleurer, de lui hurler dessus, de renverser la table, et d'exiger la vérité. L'ancien Orosmo l'aurait fait. L'Orosmo confiant, impulsif, le bon gars qui ne voit rien. Mais quelque chose avait changé en moi, sur ce canapé. Et une voix nouvelle et froide, que je ne me connaissais pas, m'a dit, si tu exploses maintenant, tu perds. Elle niera tout. Elle cachera les preuves. Et vendredi à 11h, ils feront quand même signer ta mère. À une autre date. Dans un autre endroit que tu ne connaîtras pas, tais-toi. Observe. Apprends à faire semblant, comme elle a fait semblant pendant 12 ans. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Viviana respirait paisiblement à côté de moi, et je fixais le plafond de la chambre, le plafond que mon père avait construit, en passant en revue chaque détail. Vendredi, 11h du matin. Estefania impliquée. Un homme surnommé El Chedo avec un bureau, comme la dernière fois. 380 000 €. La signature de ma mère, sur un papier qu'elle ne pourrait pas distinguer. Je me suis levé à 3h du matin, avec l'excuse d'aller chercher de l'eau, et je suis passé devant la chambre de ma mère. J'ai ouvert la porte, lentement. Elle était là, endormie, toute petite sous sa couverture à fleurs, avec son chapelet emmêlé dans ses doigts. Sur sa table de nuit, il y avait une photo de mon père, et une de nous trois, prise sous le citronnier, il y a de nombreuses années. Je suis resté là à la regarder, et j'ai senti mes jambes trembler, de colère et d'amour à la fois. Je lui ai chuchoté, sans la réveiller, personne ne prendra ta maison, maman. Je le jure sur mon père. Personne. Le lendemain, c'était mardi. J'avais 3 jours. 3 jours pour découvrir qui était El Chedo, quel papier ils allaient lui faire signer, et comment l'arrêter sans alerter Viviana. J'ai feint une normalité parfaite. Le baiser d'adieu, le passe une bonne journée mon amour, le sourire depuis la porte. Mais au lieu d'aller directement à l'entrepôt, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, en 12 ans de mariage. Je me suis garé à une rue de la maison, et j'ai attendu. À 9h20, Viviana est sortie. Mais elle ne s'est pas dirigée vers son agence immobilière. Elle est partie dans la direction opposée. Étage 15 minutes plus tard, je l'ai vue se garer devant une maison que je connaissais parfaitement, la maison de sa sœur, Estefania. Estefania est sortie en souriant, portant un épais dossier bordeaux. Elle est montée dans la voiture de ma femme, et les deux sœurs sont parties ensemble, vers le centre-ville. Je les ai suivies, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. En gardant mes distances, me sentant ridicule, et terrifié à la fois.
Je les ai suivies. Elles ont traversé le centre, ont passé le marché, et se sont arrêtées dans une ruelle étroite, bordée de vieux bureaux. Elles sont sorties de la voiture, ont marché une demi-rue, et sont entrées dans un bâtiment gris de 2 étages. Je me suis garé loin, et j'ai marché sur le trottoir d'en face, avec une casquette que j'avais dans la voiture, comme un espion improvisé de 44 ans. Et puis, je l'ai vu. Le panneau du bâtiment. Petit, effacé, presque illisible. Mais je l'ai lu, en entier. Et quand je l'ai lu, quand j'ai compris de quel genre de bureau il s'agissait, et quel nom de famille était écrit sur ce panneau, j'ai dû m'appuyer contre le mur, car mes jambes se sont dérobées. Je connaissais ce nom de famille. Ce nom de famille avait une histoire avec ma famille. Et sa présence dans ce piège, changeait absolument tout. Page 7, clause 12. Laissez-moi vous la réciter presque de mémoire, car cette nuit-là, je l'ai répétée tellement de fois, qu'elle s'est gravée dans mon esprit. Le présent contrat de couverture médicale personnalisée est de nature strictement conjugale. Le statut de bénéficiaire de Madame Carla est soutenu uniquement et exclusivement par son lien matrimonial actuel avec le titulaire de la police. En cas de dissolution du mariage, la couverture sera automatiquement sujette à annulation, par décision unilatérale du titulaire de la police, sans aucune pénalité. Traduction simple. Si le mariage prenait fin, le contrat était entre mes mains, et seulement les miennes. Je pouvais l'annuler avec une signature. Et sans ce contrat, le traitement complet de Carla, les médicaments importés, les examens, les spécialistes, coûtaient plus de 4 500 € par mois sur le marché. Un chiffre que ni elle, ni sa mère, ni le musclé Patricio, ne pourraient payer, même en mettant en commun tout ce qu'ils possédaient. Je veux être très clair avec vous, car je sais ce que vous pourriez penser. Je ne refuserai jamais un traitement à une personne, par vengeance. Jamais. Mais il y avait un détail qui changeait tout. Et je vous demande de vous en souvenir. Le traitement de Carla ne disparaissait pas sans ce contrat. Il y avait des options publiques, des génériques, des programmes d'état plus lents, avec des files d'attente, avec des délais, sans le tapis rouge de la clinique privée. La différence n'était pas entre la vie et la mort. La différence était entre la vie de reine que je finançais, et la vraie vie, à laquelle toute personne ordinaire est confrontée chaque jour. Carla allait faire la connaissance de la vraie vie. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence. Le lendemain, j'ai appelé Alfredo. Nous nous connaissons depuis l'université, et il est le meilleur avocat aux affaires familiales que je connaisse. Nous nous sommes rencontrés à son bureau, un mardi à 19 h. J'ai posé le dossier devant lui, budget 2024, 84 pages imprimées de messages, photos, et transcriptions audio. Alfredo les a parcourus en silence, avec ce visage de marbre que prennent les avocats, quand quelque chose sert leurs intérêts profonds. Quand il a terminé, il m'a regardé et a dit, « Adolfo, je fais ça depuis 20 ans. J'ai rarement vu une telle audace. Que veux-tu faire ? » Je veux divorcer, ai-je dit. Mais je le veux à ma façon. Sans crier, sans scandale, sans qu'elle ne se doute de rien. Je veux qu'elle pense avoir gagné. Alfredo a souri lentement. Raconte-moi. Et je lui ai exposé tout le plan. Premièrement, réorganiser mes finances avant toute paperasse. Deuxièmement, la laisser demander le divorce, car j'étais sûr qu'elle le planifiait. Les messages parlaient d'une vie paisible avec une fréquence croissante, et Patricio faisait pression sur elle avec des phrases comme « Combien de temps vas-tu rester là-bas, mon amour ?» Troisièmement, négocier avec une fausse générosité. Lui donner ce qu'elle demandait, dans les limites du raisonnable. Signer rapidement, et sans se battre. Et quatrièmement, après la signature, exercer mon droit en vertu de la clause 12. Tout est légal, tout est propre, tout est froid, comme un bilan de fin d'année. Alfredo a écouté, et a ajouté les pièces manquantes. Faisons dresser un inventaire notarié des biens, dès maintenant, a-t-il dit. Et encore une chose, Adolfo. Ne pense même pas à la confronter, avant de signer. Si elle découvre que tu es au courant pour Patricio, son avocat jouera la carte de l'épouse repentante, et cela s'éternisera pendant 2 ans. Ton silence est d'or. Mon silence était d'or. Je le bradais depuis 18 ans. Il était enfin temps d'en tirer profit. Les semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie. À l'extérieur, j'étais le même Adolfo qu'avant. Ennuyeux, serviable, invisible.
À l'intérieur, j'étais un comptable en train d'exécuter une clôture annuelle. J'ai déplacé mes économies, 94 000 € dont Carla ignorait l'existence parce qu'elle n'avait jamais posé la question de sa vie, vers un nouveau compte dans une autre banque. J'ai vendu quelques actions que je possédais depuis des années, et j'ai sécurisé cet argent. J'ai documenté, avec des reçus, chaque paiement que j'avais effectué sur le prêt immobilier, sur sa voiture, sur ses cartes. Alfredo a tout archivé. Et pendant ce temps, à la maison, le théâtre continuait. Carla était chaque jour plus insupportable, comme si le mépris ne tenait plus dans son corps. Un soir, elle a invité sa mère, Rita, et son amie Annabella à dîner. J'ai cuisiné comme d'habitude, j'ai mis la table comme d'habitude, et au moment du dessert, Rita a laissé échapper, en me regardant avec son petit sourire, « Oh, Adolfo, ma fille a tellement de chance de t'avoir. Tu cuisines, tu repasses, tu paies. Tu es comme une bonne. Mais avec ton propre salaire. » Toutes les trois ont éclaté de rire. Carla a essuyé une larme de rire de son œil, et a ajouté, « Maman, n'exagère pas. Les bonnes font au moins la conversation. » J'ai ri avec elle. Je vous jure que j'ai ri. J'ai débarrassé les assiettes, et en les regardant, en les écoutant caqueter dans le salon, j'ai pensé, riez mesdames, profitez du spectacle. La représentation est sur le point de se terminer, et aucune de vous n'a lu la fin du scénario. Le 3 décembre, Carla est rentrée à la maison avec une étrange lueur dans les yeux. Elle s'est assise en face de moi dans la cuisine, a pris une profonde inspiration, comme quelqu'un qui a répété son discours dans la voiture, et a dit, « Adolfo. Nous devons parler. Ça ne marche plus. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de paix. J'ai besoin d'une vie paisible. Je veux le divorce. Une vie paisible. » C'était la phrase de Patricio, sortant de la bouche de ma femme, comme si c'était la sienne. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai baissé les yeux, j'ai compté jusqu'à 5 en silence, comme quelqu'un qui encaisse un coup. Et quand j'ai levé les yeux, je lui ai offert la performance de ma vie. Si c'est ce dont tu as besoin pour être heureuse, Carla, je ne vais pas me mettre en travers de ton chemin, elle a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu quelque chose comme de la déception sur son visage, comme si le combat qu'elle avait tant répété, avait été annulé. Mais elle l'a rapidement dissimulé par un soupir de soulagement, et a dit, d'une voix presque douce, « Je savais que tu comprendrais. Tu es un homme bon, Adolfo. Ennuyeux, mais bon. Ennuyeux, mais bon. » Ce furent ses adieux à 18 ans de mariage. La même semaine, son avocat a envoyé la proposition. Il demandait la maison. Il demandait la voiture. Il demandait la moitié du compte joint. Alfredo m'a appelé, indigné. « Adolfo, c'est un abus. Nous pouvons contester chaque point. » Et je lui ai répondu avec une phrase qui l'a laissé sans voix, « Accepte tout, à une condition. Que ce soit signé avant la fin du mois. » Silence au téléphone. « Es-tu sûr, Adolfo? » J'ai répondu, « Il demande les meubles sur le bateau. Je garde l'océan. » Ce que Carla ne savait pas, ce que son avocat n'a pas vérifié, ce que personne de son côté n'a pris la peine de lire, c'est que dans la succession qu'il divisait si joyeusement, le bien le plus précieux de tout n'était pas répertorié. Parce qu'un contrat de couverture médicale n'est pas un bien conjugal. Ça ne se divise pas. Ça ne se négocie pas. Il appartient au titulaire de la police. Et le titulaire de la police, c'était moi. La signature a été programmée pour le 22 décembre, à 10 h du matin, à l'étude notariale du centre-ville. Carla est arrivée ce jour-là, habillée comme pour une fête, dans une nouvelle robe rouge avec un rouge à lèvres assorti. Rayonnante, victorieuse. Elle s'est assise en face de moi, a fait glisser les papiers sur la table, et m'a offert son propre stylo, en souriant, « Comme ça, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai rien donné dans ce divorce. » Sa mère, Rita, attendait à la réception, avec une bouteille de cidre dans son sac. J'ai entendu Annabella lui demander à voix basse, si ce n'était pas un peu trop de célébrer ça ici même. Et Rita a répondu, « Célébrer? Ça mérite d'être fêté avec des mariachis. Ma fille est enfin libre de cet homme gris. » J'ai pris le stylo de Carla, j'ai regardé la ligne pointillée, et avant de signer, j'ai levé les yeux, et je lui ai fait un sourire, qui l'a fait froncer les sourcils un instant. J'ai signé, et à cet instant précis, bien qu'aucune des personnes présentes ne le sache,
le compte à rebours avait commencé. J'ai quitté le bureau du notaire à 11 heures du matin, avec une copie des papiers sous le bras, et une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le calme lourd qui reste, après avoir conclu un long accord. À la porte, j'ai quand même pu assister au spectacle complet. Rita serrant Carla dans ses bras, comme si elle avait survécu à une guerre. Annabella applaudissant, et les trois riant au milieu de la rue. Carla a levé les yeux, m'a vu debout sur les marches, et a dit à sa mère à voix haute, assez fort pour que je l'entende, « Regarde-le, maman. 18 ans gâchés pour ça. 18 ans gâchés pour ça. » J'étais, ça. Je suis monté dans ma vieille voiture, celle qui faisait le bruit d'un mixeur, et j'ai conduit lentement jusqu'à mon nouvel appartement. Parce que oui, pendant qu'elle se partageait ma maison, j'avais déjà loué un petit appartement près de mon travail. 2 pièces, un balcon avec la place pour une chaise, et un café. Le silence, pour la première fois depuis des années. Un vrai silence. Cette première nuit, j'ai dormi pendant 9 heures d'affilée. Je ne savais pas que le corps pouvait se reposer ainsi, quand personne ne vous méprise sous le même toit. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Carla faisait pendant ce temps. Parce que cela m'a été raconté plus tard, morceau, par des personnes qui étaient là. Et croyez-moi, chaque pièce s'emboîte parfaitement. Une semaine après la signature, Patricio a emménagé dans ma maison. Ma maison. La maison que j'avais payée brique par brique, pendant 15 ans. Il est entré avec ses sacs de sport, ses poudres de protéines, et son enceinte Bluetooth, et s'est installé dans ma chambre comme un roi conquérant. Carla a posté des photos partout. Eux deux trinquant sur ma terrasse, eux deux cuisinant dans ma cuisine, eux deux enlacés sur mon canapé. La légende accompagnant l'une de ces photos disait, enfin. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Vie paisible, nouveau départ. Vie paisible. La revoilà. Si cette femme avait su lire les documents, avec le même dévouement qu'elle utilisait pour écrire des phrases de motivation, cette histoire serait différente. Ils ont organisé une fête pour le réveillon du Nouvel An, à la maison. On m'a dit que Rita a porté un toast, devant tous les invités, en disant, à ma fille, qui a gagné 2 fois à la loterie. D'abord, elle s'est débarrassée de l'ennuyeux, et ensuite, elle a gagné ce jeune homme. Et Patricio, son verre levé, a ajouté, et le meilleur, belle maman, c'est qu'ici, on ne parle plus de facture ni de papier. Ici, on parle de vivre. Tout le monde a applaudi. Ici, on ne parle plus de facture ni de papier. Retenez bien celle-là aussi. Et moi, j'ai passé ce réveillon seul dans mon appartement, avec une pizza et un carnet. Et dans ce carnet, pendant que le ciel se remplissait de feux d'artifice, j'ai rédigé la liste de janvier. Parce que les gens ennuyeux commencent l'année avec des listes. La mienne comportait 4 points. Point, notifier la clinique. Le 2 janvier, à 9 heures du matin, je suis entré dans les bureaux de la clinique privée, avec ma copie du contrat et le jugement de divorce. Le responsable administratif, un homme plus âgé qui me connaissait grâce à des années de paiement ponctuel, s'est occupé de moi. J'ai expliqué la situation en 2 phrases. Il a relu la clause 12, a examiné le jugement, et a hoché la tête lentement, « Vous êtes tout à fait dans votre droit, monsieur Adalfo. En êtes-vous sûr ? L'annulation sera effective à la fin du mois, et la bénéficiaire perdrait l'intégralité du protocole, y compris les médicaments importés. Une question d'abord, ai-je dit. Si elle voulait souscrire à ce même plan par elle-même, peut-elle le faire ? Elle le peut, bien sûr. En tant que nouveau titulaire, sans l'ancien accord que vous aviez. Le coût actuel serait de 4 900 € par mois, avec un dépôt de 6 mois à l'avance. Cela ferait près de 30 000 €, juste pour commencer. Et les options publiques existent ? Le programme d'État couvre les génériques pour 80% de ces médicaments. Il y a des listes d'attente pour les spécialistes, des formalités, des files, mais ça existe. Personne n'est laissé à l'abandon, monsieur. Ils sont traités comme tout le monde. Comme tout le monde. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai signé une annulation effective au 31 janvier. Le responsable m'a serré la main, et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, en 20 ans ici, j'ai vu beaucoup d'hommes payer en silence. C'est la première fois que j'en vois un passer à la caisse. Point 2, couper les flux invisibles. Cette même semaine, j'ai annulé tout ce qui continuait à être débité de mon compte, par inertie.
L'abonnement à la salle de sport de Carla, qui était toujours facturé sur ma carte, annulé. Sa ligne téléphonique, qui était sur mon forfait familial depuis 12 ans, transférée à son nom. Qu'elle s'en occupe. La carte supplémentaire qu'elle avait encore de mon compte, et avec laquelle, comme je l'ai découvert sur le relevé, elle avait acheté des vêtements pour Patricio en décembre pour 640 €, bloqués, le même après-midi. Point 3. L'assurance de la maison. Ah, ça c'est une nuance subtile. La maison était désormais à elle, parfait, signée et livrée. Mais l'assurance contre les incendies, les inondations et les catastrophes, que je payais depuis 15 ans, était à mon nom, liée à mon statut de propriétaire. N'étant plus le propriétaire, l'assurance était légalement nulle. J'ai informé la compagnie d'assurance, comme l'exigeait la procédure. Ai-je dit à Carla que sa nouvelle maison n'était plus assurée, et que l'obtention d'une nouvelle police lui coûterait 2200 € par an? Non. Parce que chez elle, comme Patricio l'a si bien dit, on ne parlait plus de facture ni de papier. Point 4. Attendre. Et c'est là, mon ami, ce que personne ne comprend dans une bonne stratégie. Je n'ai rien eu d'autre à faire. Pas un appel, pas un message, pas une menace. Tout ce qui a suivi, n'était que la simple réalité, arrivant par la poste, avec son infinie patience. La réalité que j'avais tenue éloignée de cette femme pendant 18 ans, marchait vers elle, pas à pas. Le premier coup est tombé doucement, presque de façon comique. Manuela me l'a raconté plus tard, et je vous expliquerai qui est Manuela, et pourquoi elle est devenue mes yeux dans ce monde. À la mi-janvier, Carla est allée à la salle de sport, et sa carte n'a pas fonctionné. Abonnement annulé, lui a dit le gars à l'accueil. Carla a ri. Ce doit être une erreur du système. Mon mari. Je veux dire mon ex-mari, paie pour ça. Le gars a vérifié l'écran, et a répondu sans malice, exactement, madame. Le titulaire a annulé. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire vous-même. C'est 100 € par mois. On m'a dit que Carla a payé, rouge de honte, pendant que Patricio, son entraîneur, l'attendait à l'intérieur, ignorant de tout. Ce soir-là, elle a écrit à Annabella, ce misérable salopard a annulé mon abonnement à la salle. Quel homme mesquin pour 100 €. Dieu merci, les choses importantes ne dépendent pas de lui. Les choses importantes. Elle croyait que les choses importantes étaient garanties. Elle croyait que la clinique, les médicaments, les consultations avec le médecin, tout ce monde de la santé qu'il avait soutenu pendant 9 ans, était une sorte de droit naturel, qui existait juste comme ça, comme l'air ou la pluie. En 18 ans, elle n'a jamais demandé comment ça fonctionnait, n'a jamais lu un papier, n'a jamais voulu être ennuyée par les détails. Le 31 janvier à 23h59, le contrat médical que j'avais soutenu avec 800 € par mois pendant 9 ans, plus de 194 000 € au total, a expiré en silence. Comme expirent les choses dont personne ne se soucie. Et le 26 février, Carla avait son bilan mensuel de prévu. Son contrôle habituel, sa routine de reine. Elle allait entrer dans cette clinique comme tous les autres mois, avec son sac de luxe et son parfum, saluant la réceptionniste par son prénom. Seulement cette fois, sur l'écran du système, à côté de son nom, il y allait avoir un mot en rouge, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, inactif. Et la personne qui allait devoir lui annoncer la nouvelle, la personne qui allait prononcer la phrase qui briserait son monde en deux, « Madame, votre ex-mari a annulé le contrat », c'était le médecin qui la soignait depuis des années. Une femme sérieuse, discrète, incapable de violer son éthique professionnelle. Elle s'appelait Manuela. Et ce qui s'est passé dans ce bureau le 26 février, elle me l'a raconté elle-même, mot pour mot, des semaines plus tard. Mais d'abord, je dois vous dire ce qui s'est passé dans cette maison au cours du mois de février. Parce que pendant que Carla vivait sa vie paisible, les lettres arrivaient déjà, et l'une d'elles contenait un chiffre qui allait faire trembler Patricio. Février a commencé avec des lettres. Et les lettres, contrairement aux gens, ne mentent pas, ne flattent pas, et ne se laissent pas séduire par un joli sourire. La première est arrivée le 4 février. Une enveloppe blanche, à l'entête de la banque. Avis d'échéance. Mensualité du prêt immobilier, 400 €, payable avant le 10. Parce que bien sûr, il y a un détail que Carla et son avocat ont négligé, dans leur hâte de tout me prendre avant la fin du mois. La maison avait un prêt immobilier en cours. Il restait 6 ans de paiement, soit environ 96 000 € de dette restante. Pendant 15 ans, ce paiement avait été prélevé sur mon compte, avec la ponctualité d'une horloge suisse.
Si silencieux, si automatique, que pour Carla, la maison était tout simplement payée, car personne ne lui facturait jamais rien. Son avocat a demandé la maison. Alfredo, avec toute l'élégance du monde, l'a cédée avec tout ce que la maison incluait. Et une propriété hypothéquée inclut son hypothèque. C'est dans le jugement de divorce, page 4. Dans un paragraphe qu'elle a signé sans le lire, la partie bénéficiaire assume la propriété du bien, avec toutes ses charges et servitudes actuelles. Toutes ses charges et servitudes actuelles. Cette mot d'une valeur de 96 000 €. On m'a raconté que Carla a pris cette lettre de la banque, l'a regardée avec confusion, et l'a tendue à Patricio, en riant, « Regarde, ils envoient encore du courrier pour l'ennuyeux ici. Nous devons dire à la banque qu'il n'habite plus à cette adresse. » Et elle l'a laissé dans un tiroir sans l'ouvrir complètement. Sans comprendre que c'était son nom, et non le mien, qui figurait désormais comme débitrice. La deuxième lettre est arrivée à la mi-mois. La compagnie d'assurance, confirmant officiellement l'annulation de la police d'assurance de la maison. Ils n'ont pas lu celle-là non plus. Dans cette maison, on ne parlait plus de factures ni de papier, rappelez-vous. Ils parlaient de vivre. Et ils ont vécu. Dieu sait qu'ils ont vécu. Annabella, qui au fond a toujours été plus commère qu'amie loyale, et qui avec le temps m'a été utile, a raconté plus tard à la moitié du monde à quoi avait ressemblé ce mois de février. Des dîners au restaurant 3 fois par semaine. Un voyage d'un week-end à la plage que Carla a entièrement payé, hôtel et repas, car Patricio était à court d'argent ce mois-là. De nouveaux vêtements pour lui, des baskets à 380 €, une veste en cuir à 520 €. Carla a tout payé avec ses cartes de crédit, et avec sa part du compte joint du divorce. Environ 30 000 € qu'elle avait reçus, convaincue que cet argent était le début de sa nouvelle vie, et non ce qu'il était réellement, le carburant d'un incendie qui brûlait déjà. Et d'où je tire autant de détails, vous demanderez-vous? C'est là que Manuela entre en jeu. Et je veux vous dire qui elle est, car dans cette histoire, c'est la seule personne, outre Alfredo, qui a agi comme un être humain décent. Manuela était le médecin traitant de Carla à la clinique, depuis 6 ans. Une spécialiste sérieuse, dans la cinquantaine. L'un de ces professionnels qui retiennent le nom du patient, et le nom du membre de la famille qui attend à l'extérieur. Et le membre de la famille qui a attendu à l'extérieur pendant 6 ans, rendez-vous après rendez-vous, c'était moi. Je l'emmenais. Je l'attendais. Je payais à la caisse. Je notais les instructions quand Carla sortait en disant « Je ne sais pas, elle a dit quelque chose à propos des niveaux, demande-lui ». Manuela et moi avons eu des centaines de conversations en salle d'attente. Elle savait parfaitement qui finançait ce traitement. Les médecins voient tout, même s'ils ne disent rien. Lorsque la clinique l'a informé en interne de l'annulation du contrat, Manuela m'a appelé directement sur mon téléphone. « Adolfo, j'ai vu l'annulation dans le système. Je n'appelle pas pour vous juger. J'appelle pour vous demander si vous allez bien. Car en 6 ans, vous n'avez jamais manqué un paiement, et il a dû se passer quelque chose de très grave. Je ne lui ai pas tout dit, mais suffisamment. » À propos du divorce, de Patricio, des messages. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis Manuela a dit quelque chose qui m'a marqué, vous savez, en tant que médecin, je vais m'assurer quelles sont ses options pour la continuité des soins dans le système public. C'est mon devoir, et je vais l'accomplir. Mais en tant que personne. Adolfo, je vais vous dire une chose, pendant toutes ces années, pas une seule fois je ne l'ai entendu vous dire merci dans cette salle d'attente. Pas une seule fois. 6 ans de rendez-vous. Pas une seule fois. Je lui ai demandé une seule faveur. Et je veux que ce soit clair, c'était la seule chose que je lui demandais. Quand viendra le 26, ne lui dites rien à l'avance au téléphone. Laissez-la venir pour son rendez-vous normal. Dites-lui simplement la vérité administrative telle qu'elle est, rien de plus. Manuela a accepté, car je ne lui demandais rien qui viole son éthique. La clinique ne notifie pas les bénéficiaires, elle notifie les titulaires de police, et elle n'avait jamais été titulaire de la police. Pendant ce temps, la vie m'offrait des choses dont j'avais oublié l'existence. J'ai repris le voyage de pêche avec mes amis, celui que j'avais annulé 3 années de suite. Un week-end entier au bord du lac, sans téléphone, à rire aux éclats. Mon collègue de bureau m'a dit un lundi, « Adolfo, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu as l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. » J'ai recommencé à cuisiner pour moi, à acheter des vêtements, à dormir sans nœud dans l'estomac. J'ai même changé de mixeur.
Je veux dire, de voiture. J'en ai acheté une d'occasion, grise, confortable, payée comptant 18 000 €. Le vendeur m'a demandé si c'était un cadeau pour quelqu'un. Oui, ai-je répondu, pour moi. Il a 18 ans de retard. Et puis, le 26 février est arrivé. Ce jour-là, j'étais à mon bureau, dans une réunion de budget, mon téléphone sur silencieux dans le tiroir. Et j'aime penser à la scène parallèle. Pendant que j'examinais des chiffres dans une pièce climatisée, Carla se préparait devant le miroir de mon ancienne salle de bain, pour se rendre à son rendez-vous mensuel. Je l'imagine choisissant son sac, son parfum, peut-être cette robe rouge de chez le notaire, qui lui portait chance. Je l'imagine conduisant vers le bâtiment de la clinique, saluant le préposé au stationnement par son prénom, montant dans l'ascenseur au miroir, marchant dans ce couloir de marbre clair qu'elle foulait comme si elle était la propriétaire des lieux. La réceptionniste habituelle lui a souri. Carla a donné son nom, a posé son sac sur le comptoir, et a sorti son téléphone pour se divertir, comme elle le faisait chaque mois. La fille a tapé, a froncé les sourcils, a tapé à nouveau, a appelé une collègue à voix basse. Les deux ont regardé l'écran. Et puis, Manuela m'a dit plus tard, qu'on lui a rapporté que la réceptionniste a prononcé la première phrase de la nouvelle vie de Carla, « Madame, puis-je vous parler un instant ? Il y a un problème avec votre couverture. Le docteur vous recevra quand même, mais elle doit vous parler d'abord. » Carla, ne comprenant toujours pas, souriant toujours à moitié, a répondu, « Un problème ? Revérifiez, ma chérie. Ce contrat se paie tout seul. Il se paie tout seul depuis des années. Il se paie tout seul. » Mon Dieu, 18 ans à vivre avec moi, et elle croyait vraiment que les choses se payaient toutes seules. On l'a fait entrer dans le bureau de Manuela, et ce qui s'est passé là-dedans, à huis clos, entre le médecin et la femme qui était sur le point de découvrir, en temps réel, qui avait été son mari pendant 18 ans, mérite d'être raconté lentement. Mot pour mot, exactement comme Manuela me l'a raconté des semaines plus tard, avec cette mémoire chirurgicale que les médecins ont, pour les moments difficiles. Parce que dans les 15 minutes qui ont suivi à l'intérieur de ce bureau, Carla est passée par toutes les étapes. Moquerie, incrédulité, rage, panique. Elle a passé 3 appels téléphoniques, devant le médecin. Elle a hurlé un nom de famille, le mien. Et a fini par poser une question que Manuela a juré qu'elle n'oublierait jamais. Une question de quelques mots, qui résume 18 ans de mariage mieux que tout ce que je pourrais dire, et combien ça coûte tout ça, sans mon ex-mari. La réponse à cette question, et ce que Carla a fait en sortant de ce bureau avec son maquillage coulant, je vais vous le dire maintenant. Car cet après-midi-là, mon téléphone, celui qui était sur silencieux dans un tiroir de mon bureau, a accumulé 22 appels en absence. 19 de Carla, 2 de Rita, et 1, le dernier, le plus inattendu de tous, de Patricio. Laissez-moi vous emmener à l'intérieur de ce bureau. Exactement comme Manuela me l'a raconté, mot pour mot, des semaines plus tard autour d'un café. Elle m'a dit, « Adolfo, en 25 ans de médecine, j'ai annoncé des diagnostics difficiles. J'ai vu des familles entières pleurer. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir la nouvelle, que toute sa vie était payée par quelqu'un d'autre. C'est un type de choc qu'on n'enseigne pas à l'université. » Carla est entrée dans le bureau, avec son sac au bras et l'agacement de quelqu'un, dont la routine a été interrompue. Elle s'est assise, a croisé les jambes et a commencé, « Docteur, dites à vos gens à l'accueil de vérifier le système, parce qu'ils m'ont mis dans l'embarras là dehors. Ce contrat est actif depuis 9 ans. » Manuela a pris une profonde inspiration, a fermé le dossier devant elle, et avec ce ton serein que les médecins utilisent pour les mauvaises nouvelles, elle a prononcé la phrase. La phrase exacte. « Madame, votre ex-mari a annulé le contrat. L'annulation est entrée en vigueur le 31 janvier, et sans ce qu'il faisait, je ne peux pas poursuivre votre traitement selon ce protocole. » Silence. Manuela m'a dit que Carla l'a fixé avec un demi-sourire figé sur le visage, comme quelqu'un qui attend la chute d'une blague. « Comment ça, il a annulé ? » « Non, docteur, vous ne comprenez pas. Ce contrat est à moi. C'est mon traitement. Il ne faisait que les paiements. Il était le titulaire de la police, a répondu Manuela. Vous étiez inscrite comme bénéficiaire, en raison de votre lien conjugal. Lorsque le mariage a été dissous, le titulaire a exercé son droit d'annulation. C'est dans la clause 12 du contrat qu'il a signé il y a 9 ans. Quelle clause 12 ? Je n'ai jamais signé aucune clause. Exactement, madame. Vous n'avez jamais rien signé.
C'était toujours ça, le problème. Manuela m'a dit que là, à cet instant précis, elle a vu le visage de Carla s'effondrer, couche après couche. D'abord, la moquerie a disparu. Puis, l'assurance. Et ce qui est resté en dessous, est quelque chose que Manuela a décrit avec un mot qui m'a glacé, elle avait un visage d'orpheline, Adalfo. Une femme de 43 ans avec le visage d'un enfant perdu dans un supermarché. Carla a sorti son téléphone, avec des mains tremblantes. Premier appel, à mon bureau, silence. Deuxième appel, à moi, silence. Troisième, à son avocat. Et devant Manuela, sur haut-parleur, parce qu'elle s'en fichait complètement, on a entendu l'avocat consulter ses papiers et dire « Carla. Le contrat médical ne figure pas dans l'accord de divorce. Ce n'était pas un bien conjugal. C'était un contrat privé à son nom. Il n'y a rien à réclamer de ce côté-là. Ne m'as-tu pas dit que les seules choses importantes étaient la maison, la voiture et le compte ? Les seules choses importantes. La revoilà, cette phrase. Importante. Carla avait passé tout le divorce à se battre pour les meubles sur le bateau, exactement comme je l'avais dit à Alfredo. Et maintenant, elle découvrait en temps réel, devant son médecin, que l'océan n'avait jamais été sur la table des négociations. Elle a raccroché et a ensuite posé la question, cette question de quelques mots, et combien ça coûte tout ça, sans mon ex-mari ? Manuela lui a détaillé, avec le calme professionnel habituel, le plan en tant que nouveau titulaire à 4 900 € par mois, avec un dépôt initial de 6 mois. Presque 30 000 € pour commencer. Les médicaments importés achetés séparément, environ 2100 € par mois. Consultation privée, entre 250 et 400 € chacune. Ou la voie publique gratuite. Avec des génériques, avec des listes d'attente de 2 à 4 mois pour les spécialistes. Avec des files d'attente dès 6 heures du matin. Des files d'attente, a répété Carla, comme si le mot appartenait à une autre langue. Et Manuela, qui est une professionnelle mais aussi un être humain, m'a avoué qu'elle n'a pas pu s'empêcher de répondre, oui, madame. Des files, comme tout le monde en fait. Votre traitement est lourd. Mais il est gérable via le système public. Des milliers de personnes le gèrent de cette façon. La différence n'est pas médicale, la différence est le confort. Vous avez une œuvre de première classe, et vous n'avez jamais demandé qui avait acheté le billet. Carla a quitté ce bureau sans dire au revoir. Avec son maquillage coulant et son téléphone collé à l'oreille. La réceptionniste m'a dit, des mois plus tard, qu'elle l'avait entendu hurler sur le parking. Un seul nom de famille, répété. Le mien. Cet après-midi-là, quand je suis sorti de ma réunion et que j'ai ouvert le tiroir, j'ai trouvé mon téléphone brûlant. 22 appels manqués. 19 de Carla, 2 de Rita, 1 de Patricio. Et les messages. Oh, les messages. Je vais vous lire la séquence de Carla, parce que c'est une œuvre d'art en 4 actes. 15h14, Adalfo, réponds-moi tout de suite. Que as-tu fait avec le contrat de la clinique ? 15h40, tu es un misérable malade qui joue avec la santé d'une personne. J'ai toujours su que tu étais petit, mais ça, c'est un coup de rat. 16h25, Adalfo, s'il te plaît, réponds-moi. Nous pouvons parler comme des adultes. Ce doit être un malentendu. Tu n'es pas comme ça. 17h50, pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit. Tu sais que je t'aimais. 18 ans ne s'efface pas comme ça. Appelle-moi s'il te plaît. Je t'en supplie. 2, coup de rat, je t'en supplie, en 2h30. Il m'a fallu 18 ans pour comprendre qui était Carla. Il lui a fallu un après-midi pour comprendre qui j'avais été. Les messages de Rita, un autre niveau. Adalfo, c'est Rita. Je sais que nous avons une eau différente, mais nous sommes une famille. Ma fille est désespérée. Les hommes bons ne font pas ces choses-là. Appelle-moi. Nous sommes une famille. La dame qui trinquait au cidre chez le notaire pour la libération de sa fille. Celle qui m'a traité de bonne avec mon propre salaire, à ma propre table. La famille. Et Patricio. Son message mérite d'être encadré en or. Quoi de neuf, Adalfo ? C'est Patricio. Écoute, mon frère. Bon, je sais que c'est gênant, mais nous devons être des hommes et régler ça. Le truc de Carla, c'est une question médicale. Tu ne peux pas jouer avec ça. Elle ne va pas bien.
Et personne ici ne devrait avoir à payer ces sommes. Nous devons trouver un accord. Salutations. Personne ici ne devrait avoir à payer ces sommes. Le vrai homme. Celui qui vivait chez moi, dormait dans mon lit, et se laissait acheter des vestes à 520 €, m'informant que personne là-bas ne devrait avoir à payer pour le traitement de sa propre petite amie. En une phrase, Patricio a avoué ce qu'il était, un passager. Et les passagers descendent, quand le voyage commence à coûter cher. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas un seul. J'ai tout envoyé à Alfredo, qui m'a donné l'instruction précise, silence total. Ils déformeront n'importe quelle réponse que vous donnerez. S'il y a quoi que ce soit de légitime à réclamer, qu'ils le fassent par les voies légales. Spoiler, il n'y a rien. Mais mon silence ne signifiait pas le silence dans le monde. La même nuit, mon téléphone a sonné encore une fois. Un numéro que je n'avais pas enregistré. J'ai répondu par pur instinct. Et une voix de femme, basse et mal à l'aise, a dit « Adolfo, c'est Annabella. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je dois te dire ce qui se passe dans cette maison, parce que je ne veux plus faire partie de ça. » Annabella. L'âme sœur, celle qui riait à ma table de la blague sur la bonne, celle qui applaudissait chez le notaire. Savez-vous pourquoi elle m'appelait? Parce que cet après-midi-là, après la clinique, Carla était allée chez elle pour emprunter de l'argent. 10 000 € pour résoudre un problème médical urgent. Et Annabella, qui n'est pas dupe, lui a demandé « Et Patricio ne peut pas t'aider ?» La réponse de Carla fut le silence. Et dans ce silence, Annabella a tout compris, et a décidé que ce navire était en train de couler, et qu'elle n'allait pas couler par solidarité. Adolfo, m'a-t-elle dit cette nuit-là, je vais te dire une chose, et ensuite tu feras ce que tu veux de l'information. Patricio a déjà commencé à poser des questions sur la maison. Si elle peut être vendue, si elle peut être réhypothéquée, combien elle vaut. Il a dit à Carla, devant moi samedi, mon amour, vous les femmes, vous vous noyez dans un verre d'eau. Cette maison vaut au moins 200 000 €. Avec ça, tu peux vivre comme une reine, et te faire soigner où tu veux. Et Carla l'a regardé et a dit oui. Adolfo. Elle a dit oui. Je fixais le plafond de mon appartement, le téléphone à la main. La maison. Ma maison, fruit de 15 ans de sueur. Le vautour tournait déjà, et la colombe ouvrait la porte du nid. Ce que ni Patricio ni Carla ne savaient, parce que dans cette maison on ne parlait pas de facture ou de papier, c'est que cette maison ne pouvait pas être vendue comme ça. L'hypothèque en cours de 96 000 €. Les paiements de février et mars qui étaient déjà en retard et impayés. Et un avis de la banque, qui reposait, non ouvert, dans un tiroir de la cuisine. Nous étions sur le point de transformer le plan de génie de Patricio, en mèche de l'explosion finale. Parce que quand une banque ne reçoit pas ses paiements, elle n'envoie pas de fleurs, elle envoie des avocats. Et quand Patricio découvrirait que sa mine d'or de 200 000 € était hypothéquée à près de la moitié, et qu'elle avait des retards de paiement, il allait faire exactement ce que font les passagers quand le voyage devient cher, descendre. Mais il n'est pas descendu avec élégance. Il est descendu de la pire des manières. Et cela a déclenché la scène, dont toute la famille de Carla se souvient encore aujourd'hui, comme le dimanche de la honte. Mars est arrivé, avec la ponctualité d'un agent de recouvrement, et avec lui, le deuxième avis de la banque. Ce n'était plus un rappel amical. C'était une lettre recommandée, le genre qu'il faut signer à la réception, les informant que l'hypothèque de la propriété avait accumulé 2 mensualités impayées, soit 2 800 € au total, plus les pénalités de retard et les intérêts. Et que si le paiement n'était pas régularisé dans les 30 jours, l'entité engagerait les poursuites judiciaires correspondantes sur le bien, détenu en garantie. Ils l'ont ouverte, cette lettre. Patricio l'a ouverte, pour être exact, car Carla faisait la queue à l'hôpital public, pour obtenir son premier rendez-vous avec le spécialiste. Oui, la queue. À 6h40 du matin, dans un pull gris et avec des lunettes noires, pour que personne ne la reconnaisse, selon Annabella, qui était devenue ma correspondante de guerre sans que je ne lui demande rien. Les gens comme Annabella ne changent pas de camp par loyauté. Ils changent au flair. Mais un informateur reste un informateur. Patricio a ouvert cette lettre de la banque, pensant que c'était de la publicité. Et là, dans le couloir de mon ancienne maison, l'entraîneur personnel a découvert 3 mots qui n'étaient pas dans son vocabulaire, hypothèque, saisie, exécution. Il lui a fallu un appel à la banque et 20 minutes d'attente pour comprendre l'ampleur des dégâts.
La maison qu'il avait mentalement estimée à 200 000 € avait une dette en cours de 96 000 €, 2 mensualités en retard, et une assurance résiliée. Sa mine d'or était en réalité une mine, dont la moitié de l'or avait disparu, et dont le toit n'était plus assuré. Annabella m'a raconté à quoi avait ressemblé la conversation ce soir-là, car Carla le lui a raconté, en pleurant au téléphone, le lendemain. Patricio l'a attendu, avec la lettre sur la table de la cuisine. Ma table, soit dit en passant. Et il a dit, plus ou moins, savais-tu que cette maison a 96 000 € de dette? Quand allais-tu me le dire, Carla? Et Carla, en toute honnêteté, a répondu la seule chose qu'elle pouvait répondre, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Adolfo s'est toujours occupé de ces choses-là. Adolfo s'est toujours occupé de ces choses-là. Mesdames et messieurs, la devise officielle de 18 ans de mariage. Il devrait la broder sur un coussin. Et de quoi d'autre Adolfo s'occupait-il que je ne sais pas, a demandé Patricio, en élevant la voix. La salle de sport, c'était lui. Le téléphone, c'était lui. Le médecin, c'était lui. La maison, c'était lui. Que as-tu payé, Carla? Quelle a été ta contribution? On dit que Carla est restée sans voix, parce que la réponse, la vraie réponse, était trop terrible à dire à haute voix. Rien. En 18 ans, rien. Sa contribution au foyer avait été sa présence. Et sa présence, ces dernières années, avait consisté à me mépriser entre deux cours de vélo d'appartement. À partir de cette nuit-là, le paradis de la vie paisible est devenu un champ de mine. Annabella m'a fait part des explosions. Que Patricio ne rentrait plus dormir à la maison 2 ou 3 fois par semaine, à cause du travail. Que Carla fouillait dans son téléphone. Elle, l'experte des téléphones des autres sous l'oreiller. Quelle ironie parfaite. Que les dîners romantiques sur ma terrasse s'étaient transformés en disputes de cris que les voisins entendaient, même fenêtres fermées. Que Carla avait commencé à vendre des choses. La cafetière italienne, 2 sacs de Créateur, la montre que je lui avais offerte pour nos 15 ans. Tout à moitié prix, tout à la hâte. Tout pour rassembler les 2800 € pour la banque. Pendant que Patricio, le vrai homme, contribuait avec des phrases de motivation. Et puis, le fameux dimanche est arrivé. Le dimanche de la honte. C'était l'anniversaire de Rita. 70 ans. Une grande fête. Toute la famille réunie dans une salle louée. Les cousins, les tantes, les voisins, les amis du groupe de l'église. Carla est arrivée avec Patricio, tous deux souriants, tous deux jouant le film du couple heureux. Parce que devant la famille, il fallait maintenir le personnage. La version officielle était toujours que Carla vivait son meilleur moment, que le divorce avait été une libération, et que le problème de la clinique était un malentendu juridique que les avocats étaient en train de résoudre. Le problème avec les films, c'est qu'ils coûtent de l'argent. Et au milieu de la fête, quand ils ont apporté le gâteau, le propriétaire de la salle s'est discrètement approché de Rita pour un détail administratif. Le solde de la location, 900 €, n'avait pas été payé. Rita, devant 2 tantes, a répondu avec le plus grand naturel, « Oh, c'est ma fille qui paie ça. Elle m'a offert la fête. » Et elle a appelé Carla d'un signe de la main, affectueux et bruyant, ne se doutant de rien. « Mon amour, viens ici. Le monsieur a besoin du paiement pour la salle. Donne-lui ta carte. » Carla a traversé la pièce, gardant le sourire. Elle a sorti sa carte. L'homme l'a passée dans la machine, refusé. Sourire. Ce doit être le système. Réessayer. Refuser. Murmure. Elle a sorti une autre carte. Refusé. Et les murmures se sont transformés en ce lourd silence, que les familles ont lorsqu'elles sentent l'odeur du sang. 70 invités regardant la femme rayonnante du divorce parfait, debout à côté du gâteau de sa mère, avec 3 cartes mortes dans la main. Et savez-vous ce qu'a fait Patricio? Le vrai homme, parce que c'est à ça que servent les vrais hommes, n'est-ce pas? Annabella, qui était à 3 mètres de là, me l'a dit. Il a mis ses mains dans ses poches et a fait 2 pas en arrière. Littéralement, 2 pas physiques en arrière. La laissant seule, à côté du terminal de paiement. Le passager s'éloignant de la machine à payer. C'est une vieille tante, tante Nélia du côté paternel, qui a fini par payer la salle, avec sa carte de retraité et en plusieurs fois. Et en signant le reçu, la dame a dit à haute voix, sans méchanceté, avec cette sincérité brutale des personnes âgées, c'est bizarre.
Quand l'autre jeune homme était là, le sérieux, l'ennuyeux comme vous disiez tous, ce genre de choses n'arrivait jamais. L'ennuyeux. Présent à la fête sans y être. Payant sans payer. On m'a raconté que les yeux de Carla se sont remplis de larmes, et qu'elle s'est enfermée dans les toilettes de la salle pendant 40 minutes. Et que Rita a dû couper le gâteau de son propre 70e anniversaire la mâchoire serrée, en souriant pour les photos. Ce soir-là, à la maison, a eu lieu la dispute finale. La vraie. Annabella me l'a résumé ainsi, Patricio a dit à Carla qu'il n'avait pas signé pour ça. Qu'il était jeune, et qu'il avait toute la vie devant lui. Qu'il n'allait pas porter les dettes de quelqu'un d'autre, ou une femme qui avait besoin de médecins tous les mois. Que l'affaire de la banque, de la clinique et de la salle des fêtes, étaient des drapeaux rouges. C'est ce qu'il a dit. Red flags, en anglais, très professionnel. Et qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Il a pris ses protéines, son enceinte Bluetooth, et ses baskets à 380 € qu'elle lui avait achetées. Il lui a fallu 40 minutes pour emballer 1 an et demi de relation. Et à la porte, valise en main, il a conclu avec une phrase que Carla a répétée à Annabella en pleurant. Et que je considère sincèrement comme la chose la plus honnête que ce jeune homme ait dite de sa vie, Carla, tu es une femme incroyable, mais je suis tombé amoureux de ta vie. Et ta vie, c'était lui. Il a fermé la porte et est parti. 3 semaines. C'est le temps qu'a duré la vie paisible, après l'arrivée des factures. 3 semaines, de la lettre de la banque, aux valises à la porte. Il m'a fallu 18 ans pour partir. Celui qui n'était pas payé un centime pour rester, est parti en 21 jours. Voilà la différence entre un mari et un passager. Le prix du billet. Carla s'est retrouvée seule cette nuit-là. Dans une maison hypothéquée, sans assurance, avec 2 mensualités en retard. Sans traitement privé, avec ses cartes de crédit épuisées, et avec l'écho de 70 invités, qui racontaient déjà l'histoire de la machine à cartes dans toute la famille. Vraiment seule, pour la première fois de sa vie d'adulte. Sans l'ennuyeux qui résolvait les problèmes, et sans l'amusant qui dépensait. Et que fait une personne comme Carla, quand elle n'a plus d'options, plus d'argent, et plus de public? Exactement ce que vous pensez. Elle va chercher le seul homme qui, en 18 ans, ne lui a jamais fait défaut. Le vendredi suivant, à 19h20, la sonnette de mon appartement a retenti. Je cuisinais, avec de la musique, tranquillement. J'ai ouvert la porte sans regarder par le Judas. Et elle était là. Les cheveux attachés, sans maquillage, dans un manteau beige trop grand pour elle. Et avec ce visage que je n'avais pas vu depuis des années, le visage de quelqu'un qui a besoin de quelque chose. « Bonjour Adolfo », a-t-elle dit d'une voix brisée, répétée, parfaite. « Je peux entrer ? Je viens parler à mon mari. » Mon mari. Elle a dit, mon mari. 4 mois après avoir signé le divorce avec son propre stylo. La femme qui célébrait ma sortie de sa vie avec du cidre, se tenait à ma porte, en m'appelant son mari. Ce qui s'est passé dans les 20 minutes suivantes, a été la conversation la plus importante de ma vie. Et je vais vous la raconter, mot pour mot. Je peux entrer ? Je viens parler à mon mari. Je l'ai fixé pendant 3 secondes, qui ont dû lui paraître 3 heures. Et j'ai répondu avec la première, d'une liste de vérités qui attendaient leur tour depuis 18 ans, ex-mari. Le mot est ex-mari. Tu l'as choisi toi-même. Tu l'as signé, et tu l'as fêté. Mais entre, pour 5 minutes. Elle est entrée lentement. Regardant mon appartement avec un balayage rapide. Le genre qu'elle faisait sans s'en rendre compte. Le nouveau canapé, la cuisine bien rangée, la table dressée pour un, avec une serviette en tissu et un verre de vin. Je cuisinais des pâtes, il y avait une musique douce, ça sentait le basilic. Et j'ai vu l'instant exact où elle a enregistré tout cela, parce son visage a changé. Je n'étais pas détruit. J'allais mieux que jamais. Et pour quelqu'un comme Carla, c'était pire que n'importe quelle insulte. Quel bel endroit, a-t-elle dit, en s'asseyant sur le bord du canapé, sans que je ne l'y invite. Tu as l'air d'aller bien. Je vais bien, ai-je confirmé, en éteignant la cuisinière. De quoi as-tu besoin, Carla? Si direct. Tu ne vas même pas m'offrir un café? Après 18 ans, Adolfo. 18 ans que tu as résumé à gâcher pour ça, devant la porte du notaire. J'étais Elsa. Et Elsa te demande ce dont tu as besoin. Elle a cligné des yeux.
Elle ne s'attendait pas à ce souvenir. Les gens qui humilient ne gardent jamais de dossier de leurs humiliations. Ce dossier est tenu par l'humilié, avec la date et l'heure. Elle a changé de tactique en 2 secondes, comme une bonne stratège de l'urgence. Ses yeux se sont remplis de larmes ponctuelles, professionnelles. Adolfo, je traverse une période horrible. L'histoire de la clinique. Tu es au courant pour la clinique. Je ne peux pas payer le traitement. Je vais à l'hôpital public. Tu comprends, le public? Je me lève à l'aube. Je fais la queue avec tous ces gens. Un médecin différent me reçoit à chaque fois. Et ne connaît même pas mon dossier. Et la maison. La banque m'envoie des lettres, Adolfo. Ils disent que si je ne paie pas, ils vont me la prendre. Je n'arrive pas à gérer tout ça. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment faire ça. C'était l'aveu complet, en 7 mots. Elle ne savait pas comment faire, parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Parce que pendant 18 ans, il y a eu un employé invisible, qui travaillait à temps plein dans le département de « tout ça ». Et que veux-tu de moi, exactement, ai-je demandé, assis en face d'elle, calmement, avec mon verre de vin. Et puis, elle a exposé le plan. Parce qu'elle avait un plan. Bien sûr qu'elle avait un plan. Elle a parlé doucement, raisonnablement, avec des pauses répétées. Qu'elle avait été confuse. Que Patricio avait été une erreur de sa crise de la quarantaine. Que la vie lui avait ouvert les yeux. Que maintenant, elle réalisait que ce qu'elle avait avec moi, c'était le véritable amour. Que les papiers du divorce n'étaient que des papiers. Que nous pourrions recommencer, doucement. Et au milieu de tout ce discours de télénovela, elle a glissé 3 phrases qui étaient la vraie raison de sa visite. Pourrais-tu réactiver le contrat de la clinique en attendant? Et parler à la banque, ils te connaissent, ils t'écoutent. Et peut-être te réinstaller dans la maison. Qui au final est aussi la tienne, tu l'as payée. L'offre complète, la voyez-vous? Je retrouverai mon poste d'employé. Et elle retrouverait sa vie de reine. Et nous allions appeler cela, le véritable amour et une seconde chance. J'ai posé mon verre sur la table, et je lui ai parlé avec le calme le plus absolu de ma vie. Parce que j'écrivais ce discours depuis des mois. Peut-être même des années, sans le savoir. Car là, je vais répondre à tout, dans l'ordre. Premièrement, le contrat ne peut pas être réactivé. On peut en souscrire un nouveau. Il coûte 4 900 € par mois, avec un dépôt de 30 000 €. Je ne vais pas le payer. Deuxièmement, la banque ne me connaît pas. Il connaissait mes paiements. C'est différent. La maison est à toi, tu l'as demandé. La dette est à toi. Troisièmement, je ne reviendrai jamais. Et maintenant, je vais te dire la partie que tu es vraiment venu ici, pour ne pas entendre. Elle était immobile. Et j'ai continué, tu n'es pas ici parce que tu m'aimes. Tu ne m'aimais pas, même quand il était commode de m'aimer. Tu es ici parce que tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus de petit ami. Et tu n'as plus de public. Tu es ici parce que tu as découvert, que la vie paisible que tu annonçais si fort était fabriquée par moi chaque mois, en silence, pendant que tu me traitais d'ennuyeux à la table de ta mère. J'ai lu les messages, Carla. Tous. Ceux sur le vieil homme ennuyeux qui paie tout sans poser de questions. Ceux sur ça me dégoûte de rentrer à la maison. Celui de mon anniversaire. Celui de la plage, où tu as juré sur ta vie. Sur ta vie. Carla, tu as juré sur cette vie. Que je soutenais à raison de 800 € par mois. Elle est devenue blanche. Vraiment blanche, comme du papier. Depuis quand? Depuis octobre. Des mois avant que tu ne signes. Chaque mot gentil que je t'ai dit pendant ce temps. Chaque dîner que je t'ai servi. C'est bien que tu sois si exigeante avec toi-même à la salle de sport. Je savais déjà tout. Et tu sais ce qui est le plus triste? C'est que même là, tu n'as rien remarqué. Tu étais tellement occupé à me mépriser, que tu n'as pas remarqué que l'ennuyeux disait au revoir depuis des mois. Tu m'as trompé, a-t-elle murmuré. Et je jure qu'elle l'a dit avec indignation. Avec une authentique indignation. Non, Carla. J'ai signé tout ce que tu m'as demandé, et je t'ai donné tout ce que tu as exigé. Ce n'est pas une tromperie. La tromperie,
c'est ce qui se trouve dans les 84 pages de capture d'écran que j'ai sauvegardées. J'ai juste arrêté de me mettre en travers de ta vie paisible, et ensuite, j'ai arrêté de la payer. Parce que, écoute-moi bien. Cette phrase est la dernière leçon gratuite que je te donne. Je n'ai jamais été ennuyeux. J'étais le prix de ta tranquillité. Et tu as décidé d'arrêter de me payer en premier. Elle s'est levée du canapé, tremblante. Elle a cherché la colère, et a trouvé la panique. Tu vas me laisser à la rue. Malade, et à la rue. Ce n'est pas ce qu'un homme bon fait. Personne ne te laisse à la rue. Tu as une maison. Vends-la. Paie l'hypothèque. Il te restera plus de 90 000 €. Avec ça, tu pourras payer des années de traitement, public ou privé, comme tout le monde qui gère ce qu'il a. Je peux même te recommander un bon administrateur. Oh. Attends. Tu en as déjà eu un, pendant 18 ans. C'est comme ça que tu l'appelais. Elle s'est dirigée vers la porte, comme étourdie. Et sur le pas de la porte, elle s'est retournée pour le dernier tir. Le tir de réserve. Celui que les gens comme elle gardent pour la fin. Tu vas finir seul, Adolfo. Seul, et aigri. Personne ne te supporte. Le savais-tu? Personne ne te supporte. Et voilà la phrase dont je vous parlais dans la première partie, qui allait revenir. Personne ne te supporte. La même qu'elle m'avait dite dans la voiture, cette nuit-là, après m'avoir humilié à la table de Rita. Et moi, qui attendais ce moment depuis des années sans le savoir, j'ai souri et j'ai répondu, peut-être. Mais n'est-ce pas drôle? Celui que soi-disant personne ne supporte, mange des pâtes avec du vin dans sa maison payée, en paix. Et celle qui était l'âme de toutes les fêtes? Sonne aux portes un vendredi soir, pour demander à être entretenue. Finalement, tu avais raison sur une chose, Carla. L'un de nous était insupportable. Tu t'es juste trompé de nom. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer. Claquer les portes, c'est pour les gens qui ont encore des choses à régler. Et je suis resté là un moment, la main sur la porte, attendant de ressentir quelque chose. De la culpabilité, de la pitié, de la nostalgie, n'importe quoi. Vous savez quoi? J'ai eu faim. Juste faim. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai allumé la cuisinière, j'ai fini mes pâtes et j'ai dîné avec la musique. J'ai dormi comme un bébé. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Parce qu'il y a eu un chapitre que je n'avais pas planifié. Un chapitre que la vie a écrit toute seule, dans les mois qui ont suivi. La vente de la maison. Le sort de Patricio, à qui, croyez-moi, la vie avait réservé une facture à son nom. Un appel inattendu de tante Nelia, qui m'a fait pleurer pour la première fois de tout ce processus. Et le jour où j'ai croisé Carla un an plus tard, dans l'endroit le plus inattendu de tous. Cette fin, avec tous ses comptes réglés, je vais vous la raconter maintenant. Laissez-moi vous dire, comment la vie a fini d'arranger chaque pièce. Parce que j'ai arrêté de déplacer les pions, après ce vendredi soir. Tout ce qui a suivi, la réalité l'a fait toute seule, avec cette justice lente et silencieuse, qui ne fait pas les gros titres, mais qui n'échoue jamais. Commençons par la maison. Carla a essayé de s'y accrocher pendant 2 mois de plus. Elle a vendu ce qui restait à vendre, les meubles de la salle à manger, la grande télévision, même la porcelaine de mariage que Rita nous avait offerte. Mais une hypothèque est un animal qui mange tous les mois. Et elle n'avait jamais nourri un tel animal de sa vie. En mai, avec 4 mois de retard et la banque qui lui soufflait dans le cou, elle n'a pas eu d'autre choix. Elle a mis la maison en vente. Et savez-vous qui est apparu, tournant autour de la vente? Vous n'allez pas le croire. Patricio. Le jeune homme a eu l'audace de lui envoyer un message, après avoir disparu pendant 2 mois. Salut Carla. J'ai entendu dire que tu vendais la maison. J'ai un ami investisseur qui achète rapidement, et content. Je peux faire le lien. Évidemment, je prends une commission. Comme ça, on cède tous les deux. Pense-y, comme ça on cède tous les deux. Le passager était de retour, mais maintenant en tant qu'agent immobilier pour le naufrage. Annabella m'a dit que Carla a pleuré de rage pendant une demi-heure, puis l'a bloqué. La seule chose intelligente que je l'ai vue faire dans toute cette histoire, honnêtement. La maison a été vendue en juin pour 170 000 €. Moins que ce qu'elle valait, parce que les ventes urgentes sentent toujours le sang, et les acheteurs le savent.
Elle a payé à la banque les 96 000 € de l'hypothèque, plus 4 000 € de pénalités de retard et d'intérêt. Elle a payé 9 000 € de commissions et frais. Il lui est resté environ 80 000 €. La moitié de ce que Patricio lui avait promis que la ruine vaudrait. Et Patricio? Ah, Patricio. La vie l'attendait avec sa facture, comme je vous l'avais promis. Il s'avère que le vrai homme a répété sa formule. 3 mois plus tard, il était déjà installé chez une autre élève de la salle de sport. Une femme divorcée de 51 ans, propriétaire de 2 pharmacies. Le détail, c'est que cette femme avait quelque chose que Carla n'a jamais eu, l'habitude de lire les papiers. 4 mois plus tard, la femme a vérifié son téléphone, parce que les Patricios de ce monde ont toujours un téléphone plein de preuves. Et elle a trouvé des conversations avec 2 autres élèves. Elle l'a mis à la porte de chez elle, un dimanche matin, devant les voisins, en balançant ses valises par la fenêtre du 2e étage. Et comme la femme possédait des pharmacies, et connaissait la moitié des professionnels du quartier, l'histoire s'est répandue. La salle de sport a commencé à perdre des clientes. Et en août, le propriétaire l'a renvoyée. On m'a dit qu'il entraîne maintenant les gens dans un parc, en faisant payer à la séance, attendant qu'une autre femme avec une vie bien rangée ne passe par là. Les passagers finissent comme ça. À l'arrêt de bus, à attendre le prochain trajet. Rita ne s'en est pas tirée à bon compte non plus, bien que sa facture fût d'un autre genre. Après le dimanche de la honte, les amis du groupe de l'église ont cessé de l'inviter prendre un café. Rien d'officiel, rien de déclaré, le téléphone a juste cessé de sonner. La dame qui trinquait au cidre pour la libération de sa fille, a découvert que dans son monde, le prestige se paie comptant, et que sa fille n'en avait plus. Et quand Carla a dû quitter la maison vendue, où pensez-vous qu'elle soit allée vivre? Exactement. Dans la chambre d'amis de Rita. Les 2 ensemble, sous le même toit. La stratège et son entraîneur. Avec 80 000 € que maintenant, pour la première fois de sa vie, Carla gérait toute seule. Comptant chaque dépense. Conservant chaque reçu. Elle a appris à faire les comptes à 43 ans. On dit qu'il n'est jamais trop tard. Et maintenant, laissez-moi vous parler de l'appel de tante Nelia. Parce que je vous ai dit qu'il m'avait fait pleurer, et je n'exagérais pas. C'était en juillet. Un mardi ordinaire. Numéro inconnu. Adolfo. C'est Nelia. La tante de Carla. La sœur de son père, paix à son âme. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Bien sûr que je me souvenais d'elle. La dame qui avait payé la salle des fêtes avec sa carte de retraité. La seule qui avait dit la vérité à haute voix, ce dimanche-là. J'appelle pour 2 choses, mon fils. Premièrement, pour m'excuser. Je suis restée silencieuse pendant de nombreuses années, en regardant comment il te traitait dans cette famille, lors des dîners, lors des fêtes. Et je me suis tue pour ne pas m'en mêler. Nous, les vieux. Nous nous taisons beaucoup, et c'est aussi une forme de mensonge. Deuxièmement, pour te remercier. Parce que le mois dernier, mon réfrigérateur est tombé en panne, et un technicien payé est apparu. Disant que c'était un cadeau d'une vieille connaissance. Et le jeune homme m'a décrit la connaissance. Un Adolfo dans la 50aine, sérieux, avec une bonne tête. Je ne connais personne d'autre comme ça. Je suis resté silencieux, parce que oui, c'était moi. Quand j'ai appris pour la salle, pour sa carte de retraité payant la fête de quelqu'un d'autre en plusieurs fois, j'ai passé un coup de fil. Un réfrigérateur. 500 €. Rien pour moi. Tout pour une dame vivant d'une pension. Sonora Nelia, ai-je dit. Vous avez été la seule personne dans cette famille qui m'a défendu, et vous ne me connaissiez même pas bien. Et elle a répondu avec la phrase qui m'a brisé, celle que je me répète encore quand je doute de tout cela, je ne t'ai pas défendu, mon fils. J'ai défendu ce qui est juste, ce qui semble parfois être la même chose, mais pas toujours. Dans ton cas, oui. J'ai pleuré en raccrochant. Pour la première fois de tout ce processus, j'ai pleuré. Pas pour Carla. Pas pour les 18 ans. Pas pour ce qui était perdu. J'ai pleuré parce que j'ai découvert qu'une inconnue de 80 ans m'avait vu plus clairement lors d'une fête, que ma propre femme en près de 2 décennies. Il y a des larmes qui ne sont pas de tristesse, elles sont de soulagement. Et nous arrivons à la fin. À la rencontre, 1 an après la signature du divorce, presque jour pour jour. C'était en décembre, au supermarché.
J'étais dans la file d'attente à la caisse avec mes affaires pour le dîner, des pâtes, du basilic, une bouteille de vin. Et je l'ai vu, 2 caisses plus loin, avec un panier en plastique à la main. Maigre, les cheveux attachés, sans rien de cet éclat de reine. Mais pas détruite non plus. Normale, commune. Comme tout le monde, ce qui était exactement la phrase utilisée par le responsable de la clinique. Vous vous souvenez? Dans son panier, du pain, des médicaments génériques de pharmacie dans un sac blanc, une boîte de café bon marché. Elle m'a vu. Nous nous sommes regardés pendant 2 secondes, peut-être 3. Et je m'attendais à tout. De la haine, des larmes, une scène. Mais Carla a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a fait un petit signe de tête. Un salut minimal, presque imperceptible. Et dans ce geste, il y avait quelque chose que je n'avais jamais, en 18 ans de mariage, reçu d'elle, du respect. Le respect tardif que les gens comme Carla n'apprennent à avoir, que lorsqu'ils doivent payer leurs propres factures. J'ai rendu le geste, j'ai payé mes affaires, et je suis sorti sur le parking vers ma voiture grise payée content, sous un ciel de décembre, aussi net qu'un bilan clôturé. Je n'ai pas ressenti la victoire, pour être honnête. La victoire est un feu de paille. Et la mienne, c'était autre chose. C'était la paix. La différence, c'est que la victoire a besoin d'un adversaire vaincu. Et la paix n'a besoin de personne. Je n'avais plus besoin de personne en face de moi. Aujourd'hui, alors que je vous raconte cela, plus de temps a passé. Je suis toujours dans mon appartement, bien que je regarde une petite maison près du lac où je pêche avec mes amis. J'ai repris des choses que j'avais enterrées. Des amis, des voyages, des promenades. J'ai appris à être seul sans être vide. Ce sont 2 choses qui se ressemblent de l'extérieur, mais qui sont opposées de l'intérieur. Et de temps en temps, Nélia m'appelle pour me dire comment vont les choses, parce que nous avons gardé cette habitude. L'affection est arrivée tard, mais elle est arrivée. Carla est toujours chez Rita. Elle travaille à temps partiel dans un magasin de vêtements. Son premier salaire de sa vie, à 44 ans. Elle continue son traitement via le système public, avec ses files d'attente et ses génériques. Stable, comme des milliers de personnes. Sa santé va bien. Son royaume n'est plus, mais sa santé va bien. Et je veux que ce soit clair, parce que je n'ai pris la vie de personne. Je lui ai juste rendu la sienne. La vraie. Celle qui lui appartenait, sans moi. Beaucoup de gens, quand ils entendent cette histoire, me demandent si je regrette quelque chose. Et oui, je ne regrette qu'une seule chose, avoir mis 18 ans à comprendre que l'amour ne se démontre pas, en disparaissant sous les factures de quelqu'un d'autre. Que soutenir quelqu'un qui vous méprise, ce n'est pas de la noblesse. C'est de la peur déguisée en noblesse. Un homme bon n'est pas celui qui supporte tout. C'est celui qui sait ce qu'il mérite de supporter, et ce qu'il ne mérite pas. Ils m'ont traité d'ennuyeux. Et ils avaient raison sur une chose, j'étais prévisible. Prévisible pour payer. Prévisible pour me taire. Prévisible pour rester. Ce qu'ils n'ont jamais calculé, c'est que les gens prévisibles ont un avantage mortel. Quand nous faisons enfin quelque chose d'inattendu, personne ne le voit venir. Elle voulait une vie paisible. Moi aussi. Même si je ne le savais pas. Nous l'avons obtenu tous les deux. La différence, c'est qui la paix. Et cela, mon ami, est la morale qui n'a pas l'air d'en être une dans cette vie. Tout le monde découvre, tôt ou tard, combien coûte exactement, ce qu'il croit être gratuit.